Parfait et donc vous avez, c'est plus clair pour nos auditeurs, développé une véritable expertise de l'hydrogène. Comment envisagez-vous le rôle de l'hydrogène et des solutions de mobilité durable dans la transition, énergétique européenne actuelle? Tout en quelques mots, ce serait en remplacement des énergies fossiles. Donc pour l'hydrogène, il faut comprendre que c'est un vecteur énergétique, c'est pas une source d'énergie en tant que telle comme on peut l'avoir par le pétrole, le gaz, l'éolien et cetera. Donc c'est un moyen de stockage qui va permettre de flexibiliser les énergies renouvelables. Donc de limiter les périodes d'intermittence par du stockage gazeux, qu'on pourra ensuite réutiliser à des périodes de pic de forte consommation et du coup, limiter le recours aux énergies fossiles qui sont aujourd'hui utilisées pour faire face à ces situations-là. On parle notamment des centrales au charbon en Allemagne, des centrales à gaz en France. Donc en remplaçant et en, déplaçant les usages fossiles avec de l'énergie renouvelable excédentaire stockée par le biais de molécules de synthèse comme l'hydrogène. OK et comme vous êtes, aussi, en plus d'être un expert, sur les sujets que vous venez d'évoquer, un analyste, sagace des relations internationales, si on revient sur le Danemark, comment est-ce que le pays aborde la question de sa présidence du Conseil de sécurité aux Nations unies, dans un contexte de défis internationaux complexes et quelles répercussions est-ce que ça pourrait avoir sur les questions de sécurité globale? Puisqu'il va être amené à, disons en tout cas, donner ses choix. Alors ça, je voudrais faire une petite préface par rapport à ça. C'est pas mon sujet de prédilection, dans mon travail de tous les jours à l'ambassade, hein, mais je dirais que le Danemark aborde la présidence abordait, donc la présidence est passée, la présidence du Conseil de sécurité de l'ONU avec pragmatisme, Mmh. avec un objectif d'augmenter, la transparence des processus de maintien de la paix, dans un premier temps et surtout, de faire face aux réalités changeantes. La fin du multilatéralisme et de l'intermondialisation, si on peut appeler ça comme ça, qui va naturellement amener à plus de conflits ou de tensions, à différents endroits du globe. D'accord et donc comme vous le disiez, il ça s'est achevé. Madame Christina Marcus Lassen qui a, récemment mis en avant des priorités majeures telles que la coopération entre l'ONU et l'Union européenne, puis l'adaptation des opérations de paix aux nouvelles réalités de terrain, a semblé quelque chose, je dirais, d'important pour le monde des relations internationales. À votre avis, ces orientations influe la diplomatie économique du pays, en particulier entre la France et le Danemark, ou ça reste, très invocatoire et finalement, ça va pas plus loin qu'un joli discours? Non, je pense que ces orientations, elles vont découler, dans des réalités industrielles, assez prochainement et c'est quelque chose qu'on a vu, pendant la visite d'État il y a maintenant un peu moins de 2 semaines. C'est qu'il y a des vraies coopérations industrielles qui sont en train de se mettre en place entre la France et le Danemark. On peut notamment penser, à certains contrats de fourniture d'armement qui ont été passés entre les industriels français et le gouvernement danois. Donc on s les nouvelles réalités poussent vers une réindustrialisation de l'Europe, à la fois sur le plan énergétique, mais aussi sur le plan, militaire, si on peut dire ça comme ça et du coup, ça va évidemment, pousser les 2 pays, donc la France et le Danemark à collaborer davantage parce que ce sont 2 économies développées et avec des savoir-faire très particuliers et complémentaires. Et alors donc justement par rapport à ça, bon, il y a une question dont on parlera, pas au vu du rôle, je dirais, sensible, que peut avoir la diplomatie, aujourd'hui, puisque c'est une question qui est en train d'être réglée, qui est la question groenlandaise. Mais, cela étant dit, quel que soit d'ailleurs, le résultat de cette question, il y a un problème majeur pour l'Europe, c'est qu'elle a sous-investi longtemps. Donc, à l'exception évidemment de la France et puis dans une moindre mesure du Royaume-Uni, mais elle a sous-investi longtemps dans ces questions, sécuritaires et donc le Danemark a décidé de renforcer sa présence militaire dans l'Arctique et dans l'Atlantique Nord à hauteur de 2 milliards. Donc, c'est à la fois beaucoup et très peu. Comment est-ce que vous anticipez les changements qu'il va y avoir dans la région? Comment est-ce que vous jugez, disons la décision qui a été prise? Puis, est-ce que ça va impacter la stratégie, du pays, de la région, du continent? On peut même faire un lien avec, l'éolien puisque, bien évidemment, on se trouve beaucoup en mer. Heu, donc que se passe-t-il? Hem,
C'est une question un petit peu délicate, je vais pas vous le cacher, donc là, je vais devoir mettre des parenthèses, et des guillemets sur ce que je dis. Donc évidemment, bah, je parle à titre personnel et en aucun cas ce ne sont les positions de l'ambassade ou du ministère des Affaires étrangères. Hem, je pense que la décision de réinvestir dans la sécurité en mer du Nord, enfin en Atlantique Nord et en Arctique est un peu une question de timing. Donc l'annonce était prévue depuis, enfin la décision a été prise depuis, quelques mois déjà et n'était pas, forcément due aux velléités qu'on a pu entendre dans les médias, notamment venant d'outre-Atlantique. C'était un coup du sort, si on peut dire ça comme ça, selon les mots du ministre de la Défense. Enfin une ironie du sort, pardon, pas un coup du sort. Donc, qu'est-ce que ça signifie pour la région et pour la stratégie du pays? Il faut savoir que le Groenland est pleinement intégré dans le royaume du Danemark, ça fait partie de la souveraineté danoise et cetera. Donc il y a pas de revirement stratégique à voir sur ce plan-là. Il y a une velléité de défendre son territoire comme n'importe quel autre pays dans le monde. Pour la région, je pense que c'est malheureusement, la réalité du terrain. Il y a des velléités qui sont en train de s'opposer, à différents coins du globe et l'Arctique avec le changement climatique risque de devenir un nouveau terrain de bataille, aussi bien sur le plan, militaire, mais que sur le plan économique avec les nouvelles ressources, qui s'ouvrent à l'exploitation avec la fonte des glaces. Donc ça fait parfaitement sens de réarmer cette région, aux dames des experts, dont mon frère fait partie, sur les questions polaires. Car, on pouvait espérer que ça pouvait rester une des dernières frontières, si on peut dire ça comme ça, avec une limitation des velléités militaristes, dans la région, mais malheureusement, ça ne va pas être le cas, je pense. Voici pour la parenthèse groenlandaise. La ministre de l'économie danoise Stéphanie Lose a évoqué l'importance de renforcer la compétitivité européenne en vue de la présidence du Conseil de l'Union européenne au second semestre de cette année. Comment interprétez-vous ces ambitions? Encore une fois, c'est une approche très pragmatique selon moi. Donc on assiste à la fin de l'hypermondialisation, du multilatéralisme, du libre-échange à tout va, qu'on est en train d'assister à un resserrement des différents blocs, donc entre eux et notamment le bloc européen qui se doit de faire front, heu, pour des raisons de survie existentielle, si on peut dire ça comme ça. Et pour la partie de production et de souveraineté industrielle, on a besoin d'une industrie compétitive et ça passe par une énergie abordable. Donc la velléité de pousser et d'aller vers une industrie plus compétitive et vers une compétitivité européenne fait totalement sens pour répondre aux enjeux géopolitiques, du monde contemporain.